Des éléments nouveaux ont fait leur apparition dans le processus électoral. Le report d'une semaine du vote et la diminution du cautionnement pour les législatives de 500 000 à 300 000 francs CFA. Une semaine de plus pour permettre aux partis politiques de se mieux préparer selon le gouvernement. Et ce matin, nous avons le premier responsable du nouvel engagement togolais avec nous, M. Djeritama. Comment ce report d'une semaine est accueilli au niveau du net, la diminution du cautionnement et comment le parti prépare-t-il ses scrutins. On va aussi évoquer d'autres sujets de l'actualité. Le deuxième congrès statutaire du Parti uni. Sur le plan international, on évoquera la levée des sanctions économiques du Niger par la CEDEAO, l'ouverture hier du dialogue au Sénégal. Macky Sall a réaffirmé sa volonté de quitter le pouvoir au soir du 2 avril prochain, date de la fin de son mandat, et un projet d'amnistie générale relative aux manifestations de 2021-2024. Monsieur Djeritama, bonjour. Bonjour. Comment vous allez, votre formation politique? Je vais bien, ma formation aussi politique aussi va très bien, donc voilà, tout va bien. Vous êtes prêt pour le 20 avril prochain? Mon frère, c'est quand on proclame les résultats que tu sais si j'avais été prêt ou pas. Ok, retour sur la 14e réunion du cadre permanent de concertation, le CPC, en fin de semaine dernière. Au menu des discussions, les préparatifs des élections prochaines. Mais concrètement, quels ont été les grands sujets évoqués lors de ces assises? Non, la rencontre a tourné principalement autour de l'organisation des élections. Comme vous l'avez dit, comme dans l'émission, j'ai suivi l'intervention de certains acteurs. Oui. C'est vrai que la caution a surpris beaucoup de personnes. Bon, certaines personnes, certaines formations politiques n'ont pas participé aux élections de 2018. Oui. Nous, on y était. Et à l'époque, la caution pour les élections législatives était de 100 000. En 2013, ils étaient de 200 000. En 2018, ils sont revenus à 100 000. C'est vrai que nous tous ont été surpris par le fait qu'ils sont montés à 500 000. Et une partie des discussions tournait autour de cette question parce que c'est vraiment l'élément nouveau. Oui. Sur les 113 députés, vous savez, les propositions des partis avaient plus tourné autour de 117. Nous, on était pratiquement contre les 117, on pensait que c'est excessif. Mais bon, voilà. Donc ça tourne autour de là. Il y a eu beaucoup de propositions. Mais la proposition majoritaire était de revenir à la situation hantée, c'est-à-dire que revenir aux 100 000. Ce que le gouvernement nous avait expliqué en mettant la barre très haute à 500 000, c'était de dire qu'il fallait valoriser la candidature à une élection législative. C'est-à-dire que quand tu vas être député, faut pas trop s'amuser. Faut pas qu'on s'amuse, quoi. Voilà. Bon, nous aurions souhaité que ça fasse l'objet d'une concertation. Et puis, je crois que quand on regarde le décret qui est sorti le samedi dernier, c'est que bon, on peut dire qu'on a un peu divisé l'apport en deux. On n'est pas revenu à 200 000 ni à 300 000 et à 100 000. 100 000, mais à 300 000. À 300 000. Bon, ça reste très compliqué. Hein. Même à l'unanimité, vous avez quand même décidé, est-ce qu'au moins on s'arrête à 200 000? Non, 100 000. 100 000. La proposition majoritaire, c'était à 100 000. On a encore fait trois fois. Maintenant, le vrai problème, c'est que nous sommes dans un système démocratique où celui qui gagne rafle la mise. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans une situation d'illégalité, puisque c'est le gouvernement qui, par un décret, fixe la valeur de la caution. Donc ça reste quand même ça reste une prérogative du gouvernement qui fixe. Voilà, qui fixe le. C'est pour ça que on était à 200 000, après on allait à 100 000, là on part à 300 000. Donc ce n'est pas illégal. Mais c'est vrai que le gouvernement aurait pu faire œuvre utile en écoutant la majorité des partis politiques qui avaient souhaité qu'on aille à 100 000. Bon, maintenant après, nous sommes aussi dans... Est-ce dire que tout ce que vous dites au niveau du CPC n'est pas pris en compte réellement par le pouvoir? Écoutez, si c'était pas entièrement pris en compte, on ne serait pas descendu de 500 à 300. Donc, il y a une partie de moins. Je peux vous dire que vous savez, la grande difficulté pour nous,
partie de l'opposition, je vais parler du net, c'est que c'est pas toujours évident pour les militants de cotiser ces sommes-là. Parce que nous sommes quand même des formations politiques qui n'ont pas, un peu à contrario du parti au pouvoir, des cadres qui ont de très bons postes, pour qui même 500 000 francs c'est rien. Donc ce qui fait que à la fin, c'est parfois au parti revient au parti, pas aux militants, de rassembler toutes ces sommes. Et si on fait juste une projection, quand vous prenez, si un parti veut présenter des candidats aux élections législatives dans l'ensemble du pays, 39 circonscriptions, ça nous fait 113 députés, il faut quasiment 33 millions pour le caution. Si vous ajoutez les cautions pour les élections régionales, vous retrouvez autour de 55 millions. C'est vrai que dans d'autres pays que nous voyons, 55 millions pour un parti de l'opposition, c'est rien du tout. Et honnête... Mais chez nous, bon, honnête, je ne vais pas vous déclencher toute la stratégie. On se représente quand même dans les 39 circonscriptions. On sera présent dans les 39 circonscriptions, puisqu'on a 2 élections, donc on sera présent dans les 39 circonscriptions, sans aucun problème. Nous sommes un parti d'envergure nationale. Je rappelle quand même que aux dernières élections municipales, pas législatives, parce que quand aux dernières élections, les gens te disent oui, mais les législatives n'étaient pas là. Non. Là où tout le monde était là. Je rappelle qu'aux dernières élections municipales, le net est sorti 3e parti de l'opposition en termes de nombre de députés, mais en termes de disposition géographique, nous sommes le parti qui est présent dans les 5 régions. Dans les 5 régions. Il y a des partis qui se consacrent, se concentrent uniquement dans certaines régions. Donc, si on veut dire, le net n'a pas un fief, si on peut le dire. Non, pourquoi un parti doit avoir un fief? Mono n'est pas notre foyer. C'est pour ça que parfois, moi, ma réponse aux questions liées au découpage électoral surprennent beaucoup de personnes. Parce que quand les gens... Vous ne voyez pas... Non, moi je dis, arrêtons de... C'est-à-dire qu'un parti politique qui veut gouverner ce pays doit gagner dans toutes les préfectures. Parce que si vous gagnez uniquement dans une région, vous allez avoir du mal à gouverner. Si vous pensez que en gagnant par exemple dans la région maritime et dans la région des plateaux uniquement, vous allez gouverner le pays, ça va être compliqué. Mais le si vous gagnez uniquement le nombre attendez que je finisse. Si vous gagnez uniquement dans la région des savanes et dans la région, parce que si je dis maritime et plateau, on va dire que je vise un parti. Donc il faut que je sois complet. Si vous gagnez uniquement dans la région des maritimes et non dans la région des savanes, dans la région de la Caraïbe uniquement, vous ne gouvernez pas bien le pays. Maintenant, sur la question du découpage électoral en prenant le critère démographique, nous avons, lors du CPC, accepté que le critère géographique à lui tout seul ne peut pas déterminer la répartition. Et puis je peux vous dire aujourd'hui, Gildas, prenez votre téléphone ou bien votre calculatrice et voyez, il n'y a pas de pays dans lequel que le critère géographique démographique a été pris pour faire la répartition. Pour une raison très simple. La plupart du temps, la capitale à elle tout seule fait le quart de la population. Et on ne peut pas prendre la capitale du pays pour faire le quart des députés. Je suis député de l'Est Mono. En saison pluvieuse, pour parcourir l'Est Mono, je mets 3 jours. Parfois, il faut même que je rentre au Bénin avant de rentrer. Ok? Il est évident que le député ou bien les députés de l'Est Mono, même s'ils ont une population moindre, ont un climat et une géographie qui fait qu'ils ne mettent pas la même période, le même temps pour aller voir tous les concitoyens. Contrairement peut-être mon jeune frère à Méganvi, qui est député de Lomé, et qui peut faire le tour de Lomé en une journée. Ça va, si vous comprenez. Donc on est obligé de faire une alchimie entre les critères démographiques, qui sont les premiers. Et les critères démographiques, mais il y a d'autres critères, les critères de richesse et tout ça. On fait une synthèse de ces critères pour dire combien. Mais je rappelle encore que je trouve aberrant qu'on dise oui, mais si on prend, il faut prendre le critère démographique parce que nous savons que là où nous avons des chances de gagner, il y a plus de personnes. Parce que si vous gagnez uniquement dans une seule région, vous serez mis au banc par les autres régions. Donc la nouvelle répartition des 113 sièges aujourd'hui avec 14 députés qui revient au Grand Lomé au niveau du net, il n'y a pas de débat. Non, nous, notre proposition, c'est 16 députés au niveau du Grand Lomé. Puisque nous, on a fait des propositions. On a fait une proposition qui allait jusqu'à 108 députés. Et avec 16 députés au Grand Lomé.
Donc ça, mais quand vous prenez que le Grand Lomé fait un quart de la population, ça veut dire que si vous avez une population un nombre de députés de 113, vous risquez de vous retrouver à 40 députés rien que le Grand Lomé. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est réaliste que sur 113 députés, par exemple, vous avez 40 députés pour le Grand Lomé? Donc voilà, je ne dis pas que je suis 100% satisfait pour les 14. C'est pour ça que nous, par exemple, notre proposition qui était moins, donc on était à 808, sur les 108, nous mettions 16 députés sur le Grand Lomé. Ok. Voilà. Par rapport à ces élections initialement prévues pour se tenir le 13 avril prochain, le gouvernement vient d'ajouter encore une semaine supplémentaire. Ce sera le 20 avril prochain. Au niveau du net, comment avez-vous accueilli ce report d'une semaine? Non, vous savez, j'emprunte souvent une expression dans une langue qui n'est pas forcément la mienne, mais que je maîtrisez quand même bien. Avec beaucoup de plaisir. On dit en mina tonagbabenon. Tu comprends? Oui. Bon, on dit, quelqu'un dit, on le comprend. C'est nous-mêmes qui avons au CPC demandé que si on décide de baisser la caution, il y a beaucoup de nos candidats qui n'avaient pas présenté des listes et que donc nous souhaitons qu'on repousse un peu la date pour que nos candidats qui vont de nouveau avoir la possibilité donc de payer le caution et tout ça. Et donc, on a demandé, et certaines personnes dans la salle m'avaient dit, ouais, bon, entre une semaine, 2 semaines, ça vous permettra de nous arranger. Donc, pour moi, bon, vous disiez tout à l'heure, je n'encense pas le gouvernement, hein, mais bon, parfois quand on dit une chose, il ne faut pas sortir le lendemain pour dire qu'on n'a pas dit. Voilà, c'est nous-mêmes qui avons demandé qu'on rallonge, on a rallongé d'une semaine. Moi, on aurait fait Vous savez, cette histoire-là, plus vite ça passe, plus mieux ça nous libère, quoi. Parce que depuis là, on est coincé. J'ai stressé par ces élections. Par cette histoire-là. Donc, plus vite. Que ça passe vite. En même temps, soit tu n'es plus député, soit tu es député, puis tu penses à autre chose. Donc, pour moi, bon, on aurait pu le donner le 13, parce que nous, on est prêts depuis. Qu'on le tienne le 20, ça ne change pas grand-chose. Comme le gouvernement l'a dit, c'est pour permettre aux partis politiques de se mieux préparer pour affronter quand même... Comme quelqu'un l'a dit, est-ce qu'eux aussi, ils sont prêts? Nous tous, hein. Oui. Ah bon. Bon, comme ils disent parti politique là, dans parti politique là, ils sont dedans aussi. Oui, hein. parce que là, pour certains, c'est pour leur permettre aussi au niveau du parti uni, comme on l'a dit, de tenir leur deuxième congrès et apprêter aussi leur liste. Donc, fondamentalement, ce n'est pas en faveur de l'opposition que ce report a été acté. Je pense que ça rend toutes les formations politiques, même si personnellement, je trouve que nous, on était prêts pour faire des élections en décembre 2023. Donc, du coup, tout ce qui se présente aujourd'hui n'est que des bonus. Sinon, nous, on était prêts depuis décembre 2023. Donc, honnêtement, qu'on ajoute une semaine, qu'on retenche une semaine, c'est rien du tout. Donc, au niveau du net, vous êtes déjà prêt pour aller à ces élections. On va évoquer les préparatifs des partis politiques avec le parti présidentiel Union pour la République qui, après 2017, tient son deuxième congrès hier à Kara, dans le nord du pays. Vous avez vu tout ce qui s'est passé depuis Lomé avec la mobilisation autour du chef de l'État. Pour certains, UNIR est en retard par rapport à son congrès. Bon, j'ai suivi l'élément, je n'ai pas, au fait, je ne me suis pas penché là-dessus. Je sais que il a été dit que les partis devaient organiser leur congrès tous les 5 ans. Nous, on a organisé, comme vous le savez, le nôtre au mois d'août dernier. Si je me souviens bien, je pense qu'UNIR a organisé son congrès en 2016 ou bien 2017 en octobre. Voilà, donc 2017-2024, ça fait quand même plus de 5 ans. Voilà, mais bon, honnêtement, dans ce genre de situation, hypothèse numéro 1, soit quelqu'un saisit le juge administratif en disant, ben voilà, il y a tel parti qui n'a pas respecté, ou bien, voilà, moi j'ai pas, souvent dans ce genre de situation, je me dis, ben chaque parti fait son truc, quoi. On peut saisir le juge administratif, mais bon, moi honnêtement, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment je fais pour battre les candidats d'UNIR dans les urnes. C'est le plus important, puisque nous sommes partis d'opposition et notre adversaire immédiat, c'est UNIR. Mais pour le moment, pour certains, c'est comme si au niveau de l'opposition, vous combattez entre vous d'abord. L'adversaire n'est pas uni. Vous savez, c'est autre chose qu'on entend quand vous prenez tous les pays, mais les partis de l'opposition, la politique, c'est la recherche et la conquête du pouvoir. Et pendant ce cheminement-là, il est évident que de temps en temps, on puisse se rentrer dedans. C'est de bonne guerre.
Moi, il y a des partis que j'attaque de temps en temps, il y a des partis qui nous attaquent. Le nombre de fois, on nous traite de béquilles de pouvoir, de buveurs de lait. J'ai même un politicien qui est venu ici qui nous a encore traité de buveurs de lait. Ben, bon, d'abord, même celui qui m'a dit que je suis buveur de lait, là, il vient d'où? Moi, je suis un Fulani, moi, je bois Tchoukoutou. Tu comprends? Donc, c'est différent de lait. Non, Tchoukoutou, nous, on boit le somicine. Voilà. Mais c'est différent du lait. Voilà. Mais, c'est de guerre, c'est de bonne guerre. Moi, ça ne me gêne pas. C'est-à-dire parce que nous allons à la conquête de l'électorat. Maintenant, c'est pour ça que je dis la réforme que nous avons faite à l'Assemblée nationale, parce que c'est nous qui l'avons faite, qui a mis en place les 2 tours aux élections présidentielles, ont réglé tous les problèmes. Au premier tour, vous pouvez bien vous acharner, vous écharper, il n'y a pas de problème parce que chacun veut être le plus proche du deuxième tour. Au deuxième tour maintenant, celui de l'opposition qui est devant, les autres se mettent en bloc derrière lui. Mais ça se fait dans tous les pays. Donc, bon, honnêtement, s'il y a un parti de l'opposition aujourd'hui, je peux trouver pour le taper un peu, je le tape. Mais s'il y a élection à 2 tours, au deuxième tour, je le soutiens sans aucun problème. Ok. Voilà. L'accueil que vous me réservez dans cette ambiance me rend nostalgique des ambiances de notre grand parti. Dans le temps, je veux parler du rassemblement du peuple togolais, a lancé hier le chef de l'État à l'ouverture des travaux de ce deuxième congrès statutaire du parti. C'est pour dire que, quoi qu'on dise, les cendres du RPT sont toujours là. Ben écoutez, il a dit, ce que j'ai écouté, une ire est née de la dissolution du RPT. C'est les mêmes cadres qui sont restés, donc... Aujourd'hui, on ne peut pas faire de distinction entre le RPT qui a été dissous et UNIR. Donc, c'est tout à fait normal. Nous, on était petits, quand on voyait à la télévision les cérémonies grandioses des forums, des congrès du RPT. Et je pense que s'il y a quelqu'un qui a vécu ça, il peut éventuellement être nostalgique. Même si aujourd'hui, on peut se poser des questions sur le bilan de ce parti-là, et sans aucun doute, il y avait matière à contestation, c'est pour ça qu'on l'a changé. Sinon, ben, aujourd'hui, on serait toujours avec le RPT. Mais bon, vous savez, j'ai aussi par principe une sorte de déférence et de recul en ce qui concerne la gestion intérieure des partis politiques. Je considère qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, tant qu'ils sont dans l'arc démocratique et républicain. Et donc, voilà, c'est que bon... J'ai vu certaines scènes hier qui, sans aucun doute, nous rappelaient le bon vieux temps. C'est que l'accueil, les groupes folkloriques, tout ça. Bon, c'était le bon vieux temps. Nous, nos grands-mères sont allées, ont vécu ça. C'était pas le meilleur souvenir. Mais bon, maintenant, après, ce que je dis, ça fait partie des choix. Si on a payé les groupes folkloriques pour venir manifester, parce que nous-mêmes, quand on va faire campagne... On les déplace aussi. Bah oui, nous-mêmes, quand on va faire campagne... On fait déplacer aussi, c'est pour Donc, à l'époque, on ne les payait pas. C'est ça la différence. À l'époque, les gens qui étaient à 4 h du matin rentraient dans les véhicules de Sotoko, allaient rester jusqu'au lendemain, sans qu'on les paye. Aujourd'hui, si un parti a suffisamment de moyens pour appeler, on le dit souvent, import-export. Mais parmi les couches mobilisées, on a vu aussi ces élèves hier qui ont tabouré le tricot, le t-shirt du parti UNIR avec en bas leur kaki. Après l'ouverture des travaux, on les voyait en photo traîner devant le palais des congrès de Kara et dans les rues de la ville de Kara, alors que hier, lundi, était censé quand même la reprise après une semaine de détente des cours. Est-ce que ces pratiques-là, M. Diritama, avec l'image qui a fait le tour du monde, est-ce qu'on a besoin de ces élèves aussi hier à Kara? C'est une faute politique. Je ne sais pas qui a encore eu cette idée-là, mais c'est une faute politique. On n'en est plus là. C'est-à-dire que UNIR est un grand parti, il peut mobiliser par rapport à sa capacité, il peut même mobiliser 500 000 personnes à mettre sur l'esplanade de la ville de Kara. On n'a pas besoin d'aller chercher des élèves. Je ne sais pas qui a eu cette idée-là, mais c'est pas une grande lumière. C'est-à-dire que la fête a été gâchée leur fête a été gâchée par ces images-là. Parce que honnêtement, en termes de moyens, si moi aujourd'hui j'ai les moyens que UNIR a, je peux faire une campagne et un congrès au stade de Kégué, quoi, et le remplir. Sans avoir une seule
un seul moment à mobiliser des élèves. Je pense que c'est malheureux. On n'a plus besoin de voir ces scènes-là. Je ne suis pas certain que même... Mais le ministre Kokoroko était à cette rencontre-là, mais pourquoi... J'imagine que Kokoroko ne doit pas être très fier, très fier par rapport à toute la rigueur dont il nous a habitués. Il ne doit pas être très fier de ça. Je crois. Bon, je ne peux pas défendre ni machin truc, mais je pense que c'est une initiative certainement malheureuse de certaines personnes, souvent comme d'habitude trop zélées, qui ont envie de faire. C'est ça qui fait dire qu'on retourne encore dans l'histoire avec le parti unique répété dans le temps. Quand tu vois les élèves qui abandonnent les écoles pour venir, on peut malheureusement penser à ça. Ça a gâché leur fête. C'est dommage. Ils ont les moyens pour s'épargner de ça, quoi. C'est-à-dire que ils ont les moyens. Je dis aujourd'hui, on a un stade de Kégué de 30 000 personnes. Si Uni veut mettre 30 000 personnes au stade de Kégué, ils le mettent parce qu'ils ont les moyens. Donc du coup, on n'a pas besoin de voir des élèves assis sur l'esplanade et tout ça. Bon, voilà, c'est dommage. Ils auraient pu éviter pour avoir une très belle fête. Mais bon, maintenant, après, est-ce que ça va faire qu'on ne va pas aller aux élections? On va aller aux élections. Mais c'est dommage de voir ces images-là. Je déplore, je condamne ça parce que, en fait, je le répète encore, ils n'ont vraiment pas besoin de ça. Ils ont les moyens pour faire autrement. Et puis, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on sait que tout le monde est devenu un journaliste avec son téléphone. Donc du coup, il n'y a plus rien qui se cache. Donc si tu as des élèves qui sont assis sur l'esplanade, il y a tout le monde qui va prendre photo, qui va mettre sur les réseaux sociaux. Donc c'est ça. Peut-être que celui qui a pris l'initiative a oublié qu'il y a les réseaux sociaux. Le Togo aussi va voter dans un contexte sécuritaire un peu délicat. La situation au nord est toujours d'actualité, mais le gouvernement rassure que tous les candidats vont battre campagne sur l'ensemble du territoire. Dans son message hier, le chef de l'État est revenu sur l'aspect sécuritaire du pays et que ça doit être l'affaire de tout et chacun de nous. Monsieur Duritama, vous en tant que militaire, vous, depuis un certain moment, on sait que le nord du pays est attaqué, mais si la situation est sous contrôle, nous dit-il le gouvernement, on n'a plus d'infos par rapport à tout ce qui se passe. Mais vous, en tant que député, vous, en tant que militaire, vous avez vos frères d'armes au front. Quelles sont les dernières infos que vous avez par rapport au nord? Est-ce que vous pouvez battre campagne? Non, d'abord, c'est pas en tant que militaire, parce que vous allez me créer des problèmes avec mes amis militaires. C'est d'abord en tant que président d'un parti politique qui a des militants dans ces régions-là et qui nous font remonter les informations. Mais vous avez appris le métier d'armes aussi. Oui, mais bon, je l'ai quitté. Depuis 2008, vous êtes en disponibilité, mais ça ne vous empêche pas d'avoir des infos. Je ne suis plus en disponibilité, je suis démissionnaire. C'est différent. C'est différent. Il ne faut pas faire quelqu'un va écouter, va me rappeler en pensant qu'il peut revenir. Je suis parti. Définitivement. Bon, sauf si des gens nous attaquent, là je monte dans un char et puis en avant. Mais bon, là pour le moment. Mais si le pays vous appelle. Non, mais si le pays m'appelle, je vais y aller. Bon, maintenant il faut qu'il y ait une menace imminente, quoi. Les terroristes, on les contient, on les maîtrise. Il n'y a pas besoin de prendre des VDP par exemple aujourd'hui pour aller combattre. Simplement, pas question de remettre pour Rangers. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous avons des militants sur place. Mais surtout, il faut aussi le préciser, je suis le seul homme politique qui ait officiellement fait une visite sur le terrain lors de la révision de liste électorale, de recensement plutôt. Mais ce que je dois dire, c'est que la situation est vraiment sous contrôle. Il y a encore de temps en temps des attaques, mais la situation est largement sous contrôle parce que vous savez qu'on a beaucoup évacué les zones, la zone tampon. Donc du coup, là où ces personnes-là opèrent, ils ne rencontrent sur le terrain que des militaires. Voilà. Donc aujourd'hui, la zone est plus sous contrôle, mais il y a toujours, je reçois quand même de temps en temps des informations. Aujourd'hui, le Burkina Faso a coopéré, on a une bonne relation. La coopération meilleure, et puis vous savez que on a impliqué aussi le droit de poursuite qu'on n'avait pas autrefois. Donc aujourd'hui, des terroristes qui viennent agir au Togo et qui se réfugient au Burkina peuvent être poursuivis, c'est-à-dire que nos militaires peuvent franchir la frontière en coordination avec les autres. Donc c'est une très bonne chose, mais c'est vrai qu'on peut vraiment faire campagne partout, dans toute cette zone qui a été sécurisée, et comme les villages qui étaient dans la zone de contact
ont été évacués. Donc oui, on peut faire la campagne partout. Est-ce que c'est une bonne stratégie de ne plus communiquer Bon, en fait, quand vous regardez, c'est même pas uniquement le Togo qui a pris cette décision. Quasiment beaucoup de pays ont pris cette décision. Les pays même de l'AES aussi aujourd'hui, il n'y a plus rien qui filtre. L'argument présenté, c'est de dire que chaque fois qu'on communique sur les pertes, ça fait la popularité des terroristes, donc il vaut mieux ne pas communiquer. Moi, je ne suis pas d'accord, je préfère une sorte de franchise, mais c'est des questions de sécurité et de défense. Je suis un ancien, c'est la seule fois où je réagis en tant qu'ancien militaire. Oui. Je pense que c'est une chose à faire. Ok. PDP à l'Assemblée nationale, dont le mandat a pris fin depuis le 31 décembre 2023. Pour le moment, ils sont là. Mais l'autre question aussi, c'est la promotion de la candidature féminine pour ces élections. Des partis ou bien des associations ont quand même soulevé cette parité. Le gouvernement, même pour encourager vous, les partis politiques, à inscrire l'agent féminine, ils ont diminué le cautionnement. Est-ce qu'au niveau du nouvel engagement togolais, la parité genre est prise en compte dans vos différentes candidatures? Bon, c'est là où on dit A veut, mais A ne peut pas. Le vrai problème que nous avons, c'est qu'on ne trouve pas les femmes, Gildas. On ne les trouve pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'aimerais faire une parité sur l'ensemble de nos listes, mais c'est compliqué. Aujourd'hui, nous parlons d'équité, nous parlons de la promotion du genre, mais on a un vrai problème dans nos pays, c'est que les femmes ne veulent pas faire la politique, parce qu'il y a des apesanteur sociales. Quand une femme fait la politique, elle est considérée comme de mauvaise moralité, elle est considérée comme volage, ainsi de suite. Donc ce qui fait que vous n'avez pas les femmes qui se bousculent. Moi, j'aimerais faire une liste paritaire partout. J'ai peut-être, même sur l'ensemble des listes que nous posons, je pense que nous avons peut-être 1, 2 ou 3 maximum listes qui sont dirigées par les femmes. Donc non, c'est une très bonne idée de faire la parité. C'est une porte parce que j'entends les gens dire oui, mais pourquoi on fait 50%? C'est un peu comme si on considérait que la femme n'est pas l'égal. Non, en fait c'est pour inciter les femmes. Mais on n'en trouve pas. C'est-à-dire que tous les jours on crie que il faut que les femmes soient au pouvoir, machin, on n'en trouve pas. Quand vous êtes dans un truc et vous faites constituer un bureau, le seul moment où vous entendez les femmes lever la main pour dire qu'elles veulent bien, c'est trésorerie. C'est pour gérer les fonds. Trésorerie. Donc, au point où maintenant, même dans beaucoup d'organisations... Il faut les encourager à aller à la présidence ou bien au secrétariat général au moins. On encourage, mais c'est qu'on a du mal à trouver. C'est bizarre, c'est un problème sociétal, c'est un problème, on va dire même idéologique, ils ne veulent pas, et qui ne veut pas prendre la parole. La prise de la parole en public est un gros problème dans nos sociétés. Les femmes n'aiment pas prendre la parole parce que, bon, d'abord, les hommes veulent parler tout seuls. Mais il faut vraiment, j'apprécie, il y a beaucoup d'ONG qui font du travail remarquable pour aider les femmes à prendre plus de responsabilités dans les formations politiques. Donc oui, moi je pense que c'est bien de mettre 50%, mais il faut prendre toutes les femmes. Donc, que les femmes même toutes les femmes qui m'écoutent actuellement, s'il y en a qui veulent jouer les premiers rôles dans des formations politiques, ça que bon, le net c'est le bon parti où il faut être. Venez avec nous. Le bon parti, le bon parti, il faut être. Voilà. Venez avec nous, on vous fera vraiment de la place parce que moi, j'aimerais quand même avoir 50% de femmes dans nos listes. Donc, si vous me permettez, les gens peuvent nous contacter. Moi-même me contacter au 99, 53, 53, non, ce n'est pas au niveau de la CENI. Dans ce genre-là, il faut toujours attendre le dernier jour, on ne sait jamais. Ah bon? Ok. On déposera le dernier jour. Toujours dans ce processus, on a aussi appris que vous avez procédé au changement de quelques membres du net au niveau des CELI, dans la V, à Gou, Cloto et dans Pengalo Ouest. Oui, on avait des membres de CELI qui étaient candidats et comment il ne peut pas être membre de CELI et candidat en même temps, donc on a dû les remplacer tout simplement. Donc c'est pas des sanctions, on avait des membres qui étaient à la CELI qui sont candidats pour les élections à venir. Donc les deux étant compatibles, on les a changés. Ok. Sur le continent, on a vu que cette semaine, la CEDEAO a levé ses sanctions contre le Niger après le putsch dernier. Comment vous l'avez accueilli? Non, je pense qu'aujourd'hui, la CEDEAO est cartellée entre la CEDEAO des peuples et la CEDEAO politique. C'est-à-dire que les sanctions, on se rend compte, mais c'est la même chose qu'on a fait des sanctions contre l'Irak. Toutes les sanctions contre les pays, en réalité, ne pénalisent que les populations.
La plupart du temps, les gouvernants, ils sont tranquilles dans leur palais. Et donc, je pense que c'est une bonne chose que les sanctions économiques soient levées. Elles n'ont pas apporté les résultats qu'il fallait. Mais vous savez que je suis l'un des politiciens qui soit, malgré mon statut de militaire, le plus opposé au putsch militaire. Maintenant, on espère quand même que toutes les parties vont comprendre, puisque les sanctions quand même politiques, l'exclusion du Niger, de la CEDEAO ainsi de suite, sont toujours là. J'espère tout simplement que toutes les parties vont comprendre que nous sommes obligés quand même si, vous savez, Churchill disait, la démocratie c'est pas le meilleur système politique, mais c'est le seul que nous avons. Donc, que toutes les parties vont comprendre que, au-delà de tous les putschs, ne sont pas la solution. Et que nous allons pouvoir retrouver quand même, parce qu'aujourd'hui l'Afrique est l'un des derniers continents à multiplier les coups d'État militaires. Nous sommes c'est-à-dire que beaucoup de continents l'ont fait dans les années 70 et après ils sont dans une relative stabilité. L'Afrique est aujourd'hui l'un des tout derniers continents, c'est-à-dire que d'abord le plus pauvre, mais celui qui continue à faire des coups d'État, mais assez curieusement avec les applaudissements des propres Africains. Donc j'espère tout simplement que cette levée de sanctions ne va pas être considérée comme une sorte d'incitation à multiplier les coups d'État et que tout le monde va comprendre que uniquement le sceau de peuple à travers des élections peut mettre en place des institutions dignes et représentatives on a vu que pour cette 53e session extraordinaire de l'institution, le président Ouattara était là, Talon aussi était là, mais au-delà de tout, pour certains, c'est la diplomatie togolaise qui est félicitée dans cette gestion de la crise nigérienne. Oui, vous savez, il y a un proverbe qui dit, tu peux ne pas aimer le lièvre, mais reconnais qu'il court vite. Dans ce dossier, le Togo, le président togolais a eu une position beaucoup plus pondérée et réaliste. Mais une position ambiguë pour certains. Bon, maintenant, après, chacun met l'adjectif qu'il veut. Pour certains, c'est de dire est-ce qu'il soutient les juntes ou les coups d'État, pourquoi il est en froid avec d'autres. Vous ne pouvez pas. Présidents comme Ouattara, comme Talon. Donc, bon. Moi, je ne rentre pas dans les détails, mais vous ne pouvez pas, quand vous êtes au pouvoir en étant civil, parce que le président togolais est un civil, vous ne pouvez pas être au pouvoir civil qui a été élu à travers des élections, malgré quels que soient les commentaires qu'on en fait, et soutenir les putsch. Vous comprenez? Mais au même moment, vous pouvez avoir une situation réaliste. C'est pour ça, moi, j'ai toujours dit, c'est en cela que je dis que nos points de vue se résument. Je suis contre les coups d'État, mais une fois qu'ils sont passés, il faut faire avec. Voilà. Une fois que le coup d'État est arrivé, la question n'est pas de se dire, ouais, mais pourquoi un coup d'État est arrivé, c'est mauvais, machin, tout, c'est comment, qu'est-ce qu'on fait avec la nouvelle situation? Et c'est pour ça que je parle de pragmatisme. C'est-à-dire qu'au lieu de dire... Donc les sanctions de gauche à droite... Oui, mais non, les sanctions, elles sont bonnes dans les premières périodes. Je rappelle aussi que le Togo a eu les sanctions en 2005. Hein, et que dans beaucoup de situations, les sanctions ont suffi. Mais il y a des gens qui sont têtus. Voilà. Quand il y a des gens qui sont têtus, il faut faire face à cette situation. Dans beaucoup de pays, que ce soit en Guinée-Bissau, en Gambie, même en Côte d'Ivoire, au Togo, les sanctions ont souvent suffi à régler le problème de la perturbation constitutionnelle. Mais quand ça ne marche pas, quand vous avez des personnes, comme par exemple le général Etiani, qui, c'est-à-dire que vous pouvez tout faire, je préfère, parce que les Nigériens ont beaucoup souffert. Je préfère quand même que les gens souffrent que de changer de situation. Par exemple, au Togo en 2007-2005, l'actuel président aurait pu faire la même chose, en disant, je suis au pouvoir, j'ai été mis en place, je ne bouge pas, ne bougez. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Rien. Donc, quand vous êtes dans une situation où les gens sont plutôt dans le jusqu'au boutisme, le pragmatisme veut qu'on pense à la CEDEAO des peuples. C'est pour ça que j'ai bien aimé l'expression de Talon qui disait, bon, écoutez, la CEDEAO des peuples a prévalu. Au départ, c'était la CEDEAO politique. Des chefs d'État. On a vu des chefs d'État, on a vu que ça n'a pas marché. Là, on s'est dit, bon, on ne va pas punir un peuple pauvre, à la limite, les positions va-t-en-guerre de certains dirigeants. Mais c'est pour ça qu'il dit, il ne faut pas que ce soit un blanc-seing en disant, maintenant, tout le monde peut un coup d'État, parce que les coups d'État sont souvent aussi les germes de l'instabilité. Oui, ça c'est le 8 janvier, le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont claqué la porte de la CEDEAO. Je rappelle que cette levée de sanctions aussi est profitable à la Guinée de Mamadi Doumbouya aujourd'hui. Si pour certains, bon, du moment où ces pays sont partis,
on n'a plus besoin de lever ces sanctions-là. Non, moi je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt des populations que la CEDEAO soit amputée de certains pays. Moi je suis absolument contre cela parce que, imaginez un seul instant, le Burkina Faso a franchi le pas tout récemment en votant une loi qui aujourd'hui restitue les conditions d'entrée et de sortie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis qu'ils ont voté la loi au niveau de leur Assemblée nationale, quand tu es rentré au Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, il faut que tu ailles prendre un titre de séjour, un visa, ainsi de suite. Vous imaginez comment ça va être compliqué pour nous tous, hein, c'est pas uniquement pour certains. C'est-à-dire que autant pour les Burkinabés, parce que bon, au bout d'un certain mois, les autres pays vont mettre la réciprocité. Si nous on doit payer un visa pour entrer chez vous, vous aussi vous êtes obligé de le faire chez nous aussi. Donc vous imaginez ce qui va se passer quand tous les Togolais qui sont au Burkina Faso, au Niger, au Mali vont être astreints à payer des titres de séjour, quand les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens qui sont au Togo, au Burkina et au Ghana, en Côte d'Ivoire, vont être astreints à payer des titres de séjour. Et je rappelle par exemple que le Burkina et la Côte d'Ivoire, le titre de séjour pour les ressortissants africains, c'est 300 000 francs par an. Vous imaginez ce que ça va créer, parce que les gens crient tous les jours sur la CEDEAO sans se rendre compte des facilités que ceci nous apporte. Qu'aujourd'hui, pour aller au Ghana, au Bénin, même s'il y a des tracasseries, tu ne payes pas. La libre circulation des personnes et des biens aussi n'est pas d'actualité. C'est ça aussi. Aujourd'hui, tu ne présentes pas un passeport pour entrer au Bénin. Tu ne présentes pas un passeport pour entrer au Ghana. Tu vas payer quelques civis, tu vas payer quelques 500 francs pour passer, mais c'est que tu ne présentes pas un passeport. Tu peux aujourd'hui te lever aller dans une université béninoise pour fréquenter, comme on dit au Togo, sans être obligé d'avoir un titre de séjour. Ok. Madame, monsieur, on marque la pause avec notre invité, monsieur Jerry Tama, qui est avec nous ce matin. On revient, on va évoquer la situation au Sénégal avec l'ouverture hier du dialogue national par le chef de l'État Macky Sall. Ce dialogue est-il censé mettre fin à cette instabilité au pays de la Teranga? On revient tout juste pour évoquer le sujet. Le site général aussi, sur les faits de 2021 à 2024. Ça aussi, c'est un grand pas quand même de réconciliation. Pour moi, il y a deux conditions. Amnistie générale et restitution de tous les candidats qui ont été écartés pour des faits politiques ou de justice. Que toutes ces personnes-là puissent se présenter. Moi, je dis, en démocratie, la jauge, c'est le peuple. C'est pas aux candidats ou à ceux qui sont au pouvoir d'être la jauge. Donc aujourd'hui, il faut que tous les candidats viennent compétir. Parce que si aujourd'hui vous faites une amnistie et qu'on dit toujours que par exemple Sonko ne peut pas se présenter, c'est quelle amnistie? Donc aujourd'hui, il faut que tous les candidats puissent se présenter. Ça n'aurait de sens que s'il permet à tous les candidats de se présenter. Mais s'il faut faire tout ça, dire qu'on libère les gens, mais qu'il y a des gens qui sont inéligibles, ça ne règle pas l'affaire. Les Sénégalais sont censés aller aux urnes le 25 février dernier, mais Macky Sall seul avait décidé le report de ce scrutin. Mais aujourd'hui, à quelle date voteront les Sénégalais? C'est aussi une autre interrogation. C'est la quadrature du siècle. La question, parce que je l'entends dire, moi je serai plus président le 2. Mais après lui, comment le pays sera géré? Lui aussi. Soit alors, je ne sais pas quelles sont les dispositions, parce que nous ne sommes pas comme les pays qui ont des vice-présidents. Et puis même s'il y a un vice-président, de toute façon, c'est une combinaison qui dirige. Donc si le président démissionne parce que son mandat arrive à terme, le vice-président doit démissionner. Donc soit on va se retrouver dans une situation de vacance de pouvoir, et en ce moment-là c'est le président de l'Assemblée nationale. Mais la plupart du temps, dans cette situation-là, le président de l'Assemblée nationale organise des élections dans un délai donné. Donc qui risque d'être très court. Donc aujourd'hui il a créé un problème, un précédent qui va être très dangereux pour la stabilité du pays. Moi, personnellement, si ça ne tenait qu'à moi, je pense que il faut fixer une date assez proche, mais ne pas quitter le pouvoir le 2 automatiquement pour créer un vide constitutionnel qui n'a pas de sens. Faire en sorte que peut-être au mois de mai maximum, les élections puissent avoir lieu.
Ok, mais le Sénégal est considéré comme l'une des vieilles démocraties de l'Afrique de l'Ouest aussi, qui bascule dans cette instabilité. C'est ça qui fait dire, qui fait dire à certains analystes togolais, même dans le monde, que Macky Sall a été piqué par cette envie-là de faire un troisième mandat. Il voulait. Ça, ah bon? Ouais, non, ça là, c'est que il a quand même la chance d'avoir un peuple sénégalais qui est très éveillé, qui est très vigilant. Donc après, il a voulu faire un peu les prolongations. Peut-être, moi, j'imaginais même qu'il va faire les prolongations, faire son dialogue national, amnistier tout le monde. Et après, dire, bah écoutez, maintenant que tout le monde a amnistié, moi aussi je m'amnistie. Je reviens. Et je reviens. On a vu aussi une opposition malgré tout aussi qui est droite dans ses bottes. Oui, bah, ça a toujours été le cas pour les Sénégalais. Bon vent à eux d'ailleurs. Une solidarité entre l'opposition. Madame, monsieur, nous sommes avec monsieur Diritama. Monsieur Diritama, depuis le 31 décembre, votre mandat a pris fin au niveau de l'Assemblée nationale. Mais ce murmure que vous pouvez être appelé d'urgence pour faire passer une loi qui pourrait modifier la limitation du mandat de 5 à 7 ans, que ça se prépare dans les coulisses de l'Assemblée nationale. Bon. J'ai entendu la même rumeur. Je sais qu'un groupe de députés a déposé un projet de modification constitutionnelle. Ça, je le sais, puisque ça a été annoncé par la présidente. Maintenant, ce qu'il y a dedans, là, je ne sais pas. Ah bon? Là, ce qu'il ne sait pas. En 2019, ça, beaucoup de personnes ne savent pas, mais le petit groupe de députés de l'opposition avait été vent debout contre le mandat de 7 ans. On avait vraiment été vent debout. On a dit, les gens, peut-être la majorité requise pour faire une révision constitutionnelle, mais nous ne nous associerons pas. Et il y a eu un reculade. Maintenant, est-ce que... Cette fois-ci, vous gardez la même position? Bien sûr, mais pourquoi on va faire un mandat de 7 ans? Ça n'a pas de sens. Ah bon? Aujourd'hui, on a un mandat de 5 ans, c'est bien. Il faut limiter à 2, avec normalement seule la voie référendaire pour modifier cette disposition. Je pense que c'est une bonne chose. Vous savez, l'espoir fait vivre. Aujourd'hui, le Togolais peut se dire, ça fait maintenant 15 ans que je suis avec le président Fagne Gnassingbé, il a potentiellement, en dehors de ce mandat, un mandat supplémentaire, c'est-à-dire que en 2030 c'est fini. Donc l'opposant que je suis se dit oui, peut-être en 2030, c'est pour ça que je dis tout le temps moi. Parce que vous l'avez dit que votre ambition c'est 2030. Voilà, en disant 2030, pas uniquement 2030, c'est que nous, notre progression fera que nous serons candidats sérieux à la présidentielle en 2030. En 2025, on ne sera pas encore suffisamment fort. Ok? Fort, F-O-R-T. Ah, moi je crois que c'est F-A-O-U-R. Oui, là, le nom de notre président nous pose des problèmes. Il faut qu'il... Donc c'est être fort en 2030 voilà. Avec donc aujourd'hui, cette perspective fait qu'on peut faire des projections. Mais si on vous dit demain que, écoutez, on est passé à un mandat de 7 ans et qu'il recommence à zéro à partir de 2025, mon frère, chacun regarde son âge et se rend compte que cette affaire-là, ça va être... Mais vous n'êtes pas en majorité si ça se passe à l'Assemblée, mais vous serez spectateur, vous serez désarmé. Ça dit que l'article 59, le deuxième alinéa dit que la disposition relative au mandat présidentiel, au renouvellement, ainsi de suite, ne peut être faite que par voie référendaire. Donc il faudra passer par voie référendaire et donc ne pas compter uniquement sur un vote de l'Assemblée nationale. C'est le moment pour vous, auditeurs, auditrices qui nous suivez actuellement, de participer à ce débat. Deux contacts de 92 02 80 63 99 70 70 90 pour être en direct avec nous. Le premier intervenant pour vous, c'est M. Gado, déjà au bout du fil. Bonjour, M. Gado. Bonjour. Bonjour. Honorable, bonjour. M. Gado, bonjour. Oui, honorable, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous savez pourquoi? L'AES là, vous savez, dans la CEDEAO, il y a des intellectuels, mais ils sont plus carrés que les militaires de l'AES. Et là, moi, je parle d'une ligne, mais j'apprécie beaucoup le président Ford par rapport de l'AES. Par exemple, si, à cause de ces cas de ce jour-là, l'AES va laisser la France piller leurs ressources, moi, je ne suis pas d'accord. On peut imposer tout. L'AES peut négocier avec chaque pays. Ok. Oui, et puis moi, je voudrais même que le Togo intègre l'AES. Merci, bonne journée. Ok. Bonjour à vous aussi, monsieur Gado. On prend la direction d'Azaou. C'est pour reprendre les militants du parti NET qui veut parler à son président. Monsieur Waris, bonjour. Bonjour, cher frère ami, monsieur Gidas. Bonjour à vous.
Bonjour, mon cher président. Bonjour, Maurice. Bon, monsieur Sida, je viens de vous capter. Oui. Bon, je sais que beaucoup de choses ont été dites par l'honorable. Bon, moi, je vais ajouter, je n'ai pas de questions. Le peuple togolais a senti la présence vraiment du parti net à l'Assemblée nationale. Puisque quand vous prenez l'honorable Rikama, il a fait beaucoup de spéculations. Ça, tout le monde le sait. Vous êtes journaliste. Il a fait beaucoup de spéculations. Bon, à part ces députés que nous avions, nous n'avons pas ressenti dans le passé. Bon, nous demandons au peuple de retourner encore confiance. Ok, donc monsieur Waris, bon, vous n'avez pas le moment de la campagne, mais vous avez dit que votre formation politique, le net, disais-je, a fait beaucoup d'interpellations à l'Assemblée nationale. Bon, merci beaucoup à vous, Waris, c'est bien des choses à nos amis depuis Azaou, dans la commune avec monsieur Pélé, bonjour. Oui, bonjour. 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 Monsieur Pélé, bonjour. Monsieur Guéhicama a fait beaucoup d'efforts, mais il a fait erreur en 2015 à déposer sa candidature. Et maintenant, il craint de jeunes filles que 2030 il sera bien postulé. Bon, monsieur Guéhicama, vous êtes à l'Assemblée aujourd'hui avec un groupe parlementaire de 4 députés. Et aujourd'hui, c'est 91 députés. Nous sommes à 113 députés prochainement. Quel sera le nombre de députés qui va former un groupe parlementaire? Deuxième préoccupation, si nous prenons le Sénégal, M. Macky Sall, le président, vous ne voyez pas que le dialogue mené par M. Macky Sall est le dialogue de la Sénat aussi, parce que là-bas, Macky Sall est ici, le président charismatique aujourd'hui a été un exemple. Mais c'est dialogue. Merci beaucoup. Oh, togolaisement. Vous avez dit quelque chose maintenant qui m'a fait beaucoup intéresser, que vous avez dit le mandat. Vous avez limité le mandat, c'est votre devoir que le président de l'Assemblée a dit quelque chose que après on va voir comment on peut augmenter le nombre de présidentiels pour aller au Sénat. Vous n'avez pas rien dit jusqu'à présent. Et ce que m'inquiète maintenant, vous avez dit que vous avez fait des tours. La fois passée, il y avait 7 personnes qui sont allées aux élections. Est-ce qu'il y avait des tours d'État? Non. Et ma troisième position, il n'y a pas président de la Cour constitutionnelle. Il est décédé. Les membres ne sont pas complets. Et si vous allez déposer les candidats, c'est ceux qui va penser qu'ils ont déposé, qui va dire qu'ils ont gagné ou pas. Donc on ne connaît même pas jusqu'à présent la présidence qui va recueillir notre doléance avant de programmer qui vont aller ou pas. Et vous êtes là, donc ça me fait pitié que le Togo ne voit pas. Donc il faut continuer avec la Merci beaucoup à vous, nos amours. Rapidement, on va aller avec préoccupation pour M. Gadou au niveau de l'AES, les poutistes des 3 pays. Le président Ibrahim Traoré l'avait dit que c'est vrai qu'on les accuse ou bien on les doit de poutistes, mais il y a des poutistes même au sein de la CEDEAO, puisque ces hommes armés, parce qu'il y a d'autres qui font des coups d'État constitutionnels. M. Gadou l'a dit, lui, il aimerait que le Togo intègre aussi l'AES. AES, là, c'est quoi la définition? C'est pas État d'Israël. Monsieur Gadou, je vous aime beaucoup. Faut pas nous enlever. Ok. Pour les 2015, vous êtes à la présidentielle, vous préparez pour 2030, mais avec 91 députés, vous avez, c'est 3, hein? C'est 3, oui, ce n'est pas 4. 4 non, il faut 4, c'est pour ça que nous sommes groupe net PDP. Mais le net est à l'Assemblée avec 3 députés aujourd'hui. Oui, bien sûr. Oui, 3 députés. Donc il veut savoir, avec 113, combien de députés? L'Assemblée nationale s'unit, il y a une commission. Devront constituer un groupe parlementaire. Je rappelle que... ce n'est pas préétabli. Non, à la 5e République, on avait 9 députés pour créer et à la 5e législature plutôt, on avait besoin de 9. À la 4e, c'était 4. À la 5e, c'était 9.
À la 6e, c'était 4. Donc, c'est les députés qui se réunissent en toute souveraineté, décident du nombre de députés pour créer un groupe parlementaire. Ok, par rapport au dialogue à la Macky Sall, ça se ressemble à ce qui s'est passé au Togo, parce que l'opposant principal, Ousmane Sonko, est en prison. C'est la même chose avec le Sénat, où Agbemo Kodju est en exil. Bon, c'est comme si les vrais acteurs du dialogue ne sont pas présents. Je dis de nouveau à monsieur, c'est monsieur Pelé bien sûr. Oui, c'est monsieur Pelé. Oui, mais il faut aussi que monsieur Pelé, il faut qu'il se documente. À l'élection présidentielle dernière, monsieur Sonko était arrivé en 3e position, donc c'est pas l'opposition principale. Il faut parfois aussi, c'est pas parce que monsieur Sonko fait le plus de bruit qu'il est l'opposition principale, l'opposant principal. Aux dernières élections, il était 3e. Donc attention, n'exagérons rien. Voilà. Ok. Pour Bozambo, c'est vrai que vous avez limité le mandat présidentiel à 2, mais lors de la dernière présidentielle, ça s'est joué en un seul tour. Mais quand vous avez écouté la PA parler du septennat, vous n'avez La PA rien n'a dit. jamais parlé du septennat. Il faut pas, voilà. La PA a annoncé, selon la procédure parlementaire, qu'il y a un groupe de députés qui ont déposé une proposition de loi portant révision constitutionnelle. Moi-même qui suis ici, donc président du groupe parlementaire, c'est parce qu'il y a dedans. Oui. Mais pas encore reçu le dossier. Non. Donc c'est le jour où le dossier viendra, soit en conférence des présidents, soit surtout en commission des lois, où je suis membre, on va découvrir ce qu'il y a dedans. Mais j'ai dit qu'en 2019, on avait été vent debout contre le septennat, et il n'y a pas de raison à ce que notre position change par rapport à cela. Ok. Il révèle aussi une anomalie, c'est au niveau de la Cour constitutionnelle qui n'a plus de président aujourd'hui. Les membres sont incomplets. Ben, c'est devant cette institution-là que les recours seront déposés. Mais jusque là, vous ne dites rien. Non, mais les gens, il faut qu'ils arrêtent de dire on dit rien. On a même entre-temps initié une procédure de remplacement des présidents. L'Assemblée nationale avait même fait un communiqué, les gens pour déposer leur dossier. Pourquoi est-ce que ce n'est pas encore fait jusqu'à ce jour? J'en sais rien. Moi aussi, j'aimerais avoir une cour constitutionnelle qui, quel que soit les cas, ne peut pas être à 100% complète, puisque c'est le Sénat qui élit les 2 membres.